Merci à vous d'avoir répondu présent au premier meet-up d'OVH à Lille. Nous, on est très heureux de vous accueillir ici, dans nos locaux, pour parler bien, de sécurité. Alors, la présentation d'aujourd'hui, elle est orientée pour vous qui avez été invités parce que vous aviez des serveurs dédiés. Donc, on va vraiment orienter cette présentation pour un sysadmin. On va parler d'autres choses, mais ça va vraiment être pour vous des bonnes pratiques pour un sysadmin. Alors, il y a beaucoup de choses dont je vais parler, je pense que vous en avez déjà entendu parler, peut-être même que vous les avez déjà implémentées, mais je suis confiant qu'il y a des petites choses quand même avec lesquelles vous allez pouvoir repartir et les implémenter sur vos serveurs dans les jours qui viennent. Donc moi je suis Vincent Malgui, je fais du test d'intrusion chez OVH, c'est-à-dire que je teste les nouveaux produits et services qui sortent afin de trouver des vulnérabilités éventuelles et donc les remonter à mes collègues qui les corrigent. Alors quel est l'état de la menace aujourd'hui? Pourquoi il y a des gens qui essayent de pirater vos infrastructures? Pour donner un état assez précis de la menace actuelle, je vous propose de regarder un petit peu l'évolution des malwares, des virus. Pour ça, on va repartir 37 ans en arrière, 27 ans en arrière. Un des premiers virus qui est apparu, forme en 1990. À noter que ce virus, ce qui est important de bien se rendre compte, c'est que sa charge active, c'est-à-dire ce qu'il faisait sur votre ordinateur, c'était finalement juste émettre des petits bips quand vous tapiez au clavier. Dans ce virus, il y avait en toutes lettres marqué je ne détruirai pas vos données. Donc c'était relativement bénin. Il y a un autre virus qui est apparu 8 ans plus tard, Tchernobyl, qui était assez connu à l'époque. Lui, par contre, il touchait à votre BIOS. Enfin, il essayait de toucher à votre BIOS. À l'époque, quand on effaçait le BIOS d'une carte mère, la carte mère, elle partait à la poubelle. Donc on était vraiment sur de la destruction, par contre, de matériel. Après est apparu Internet, les réseaux, et les premiers virus qui se sont déplacés grâce à des emails. Donc en l'an 2000, on a tous reçu plein de lettres d'amour. En fait, le fichier attaché était une pièce, enfin un script qui avait pour but de se répliquer. Donc il se répliquait notamment dans les fichiers JPEG et les fichiers HTML. Donc il avait quand même, par ce fait-là, une charge destructive. Mais son but, c'était surtout de se renvoyer en fait à tous les gens qui avaient dans votre carnet d'adresses. Et puis ensuite, on a eu Blaster qui lui aussi se propageait via Internet, mais là sans interaction de la part de l'utilisateur. Vous aviez juste un Windows XP qui n'était pas patché avec une vulnérabilité donc, qui était sur le partage de fichiers Windows, Samba, enfin SMB. Et lui, finalement, sa charge active, c'était essentiellement de faire redémarrer votre ordinateur toutes les 60 secondes. Donc c'était très pénible, mais encore une fois, pas de destruction de données. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour arrêter en fait le processus de reboot au bout de 60 secondes? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Alors sûrement, mais il y avait une méthode plus simple. Alors il y a une méthode qu'on m'a dit tout à l'heure, c'était de reculer l'heure de votre ordinateur. Donc là ça marchait, bien sûr. Mais en 60 secondes, il fallait aller assez vite. Alors, sinon, on ouvrait une console et on tapait shutdown moins grand A. Voilà. Bon, ça doit toujours marcher d'ailleurs, je suppose. Alors ce qui est intéressant, c'est bien de se rendre compte que tous ces virus, ils ont comme point commun d'avoir des charges qui peuvent être destructrices, mais il n'y a aucun des auteurs de ces virus qui ne s'est fait d'argent. On est sur un petit peu cette image de la personne qui finalement sourit devant la guerre nucléaire. On est là pour finalement prendre du bon temps, donc on va infecter des gens, on va se propager. Peut-être qu'il y a une question d'ego aussi derrière, mais en tout cas, on n'est pas là pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On est sur du malware as a profit, on est sur une vraie industrie en fait de cybercriminels qui va avoir, en plus donc de se propager, on va faire de l'argent. Ça va être le but principal. Et ce nouveau paradigme fait que pour vous, il y a beaucoup plus de menaces. La menace principale qu'on voit actuellement, c'est le ransomware. Vous en avez tous reçu dans vos boîtes mail, je suppose. Mais maintenant, ça se propage sur des serveurs aussi. On a eu il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant, une campagne de piratage des MongoDB. Donc c'était, vous savez, le serveur MongoDB, la base de données MongoDB. Des MongoDB qui étaient ouverts sur Internet sans login, sans mot de passe. Et il y avait donc des robots qui passaient et qui venaient voler en fait les fichiers. Et vous aviez un message qui vous disait, voilà, versez-moi des bitcoins,
en échange de vos fichiers. Donc c'est des menaces qui se propagent maintenant sur les serveurs dédiés. Donc pourquoi finalement ces gens-là arrivent à faire du profit? On va, comment dire, ils vont exploiter par strate en fait vos serveurs. Ils vont d'abord essayer d'utiliser votre puissance de calcul. Ils vont utiliser votre identité en ligne en lançant des attaques. Ils vont botnetiser tout ça, hein, ils vont faire des réseaux qui vont pouvoir contrôler plus facilement et peut-être les revendre à d'autres, hein, parce que quand on parle d'industrie, on parle de strates, donc il va y avoir des gens qui vont être là pour créer les virus, les propager, et ensuite exploiter les données. On va aussi exploiter vos données. On va pouvoir éventuellement vous voler vos comptes sur les réseaux sociaux, on va pouvoir revendre des adresses email à des spammers. Et faire exploiter vos données quoi, de manière générale. Alors là, on va rentrer dans le cœur de la présentation, qui est quand même la sécurisation. Donc voilà, un petit agenda. On va parler d'abord de votre compte utilisateur, ensuite de l'infrastructure, puis de l'operating system, et ensuite de l'application. On va passer par couche. Mais à ce stade de la présentation, ce qui me semble important de dire, c'est que la sécurité, c'est un process. C'est-à-dire que le plus dur, c'est pas tellement d'atteindre un certain niveau de sécurité, c'est plutôt d'arriver à le maintenir dans le temps. Parce qu'on est tous pris par plein de projets, et c'est vrai que c'est difficile de se remettre systématiquement dans le process de la sécurité. Donc c'est vraiment ça qu'il faut arriver à faire. Et c'est pas facile. Alors, pardon. Le compte utilisateur. Alors, j'ai pris le compte utilisateur, j'ai pris comme exemple le compte utilisateur OVH, parce que vous en avez tous un, donc on sait tous de quoi on parle. Mais à la fin, on va essayer d'étendre un petit peu à d'autres comptes applicatifs que vous pourriez avoir. Et puis surtout aussi parce que votre compte OVH, s'il se fait compromettre, bah, c'est un peu compliqué après derrière pour la sécurité de votre plateforme. C'est-à-dire qu'une personne qui compromet votre compte, elle peut résilier tous vos serveurs, enfin, elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. Donc il faut vraiment bien la sécuriser. Donc on va parler des choses de base pour commencer. Le mot de passe, donc on sait tous, un mot de passe il doit être unique. Parce que si vous faites compromettre un mot de passe sur un service A et que vous avez réutilisé le même login et le même mot de passe sur un service B, eh bien, il y a des logiciels qui sont tout faits et qui permettent aux criminels donc, de tester en fait, ce couple de login mot de passe sur plein d'autres services. Aujourd'hui, il y a un des logiciels les plus connus qui tourne sous Windows. Il y a plus d'une centaine en fait, d'add-ons qui permettent de tester plusieurs centaines de services différents. Donc c'est vraiment très simple pour les cybercriminels de faire ça. Et bien sûr, un mot de passe, il faut qu'il soit compliqué. Alors compliqué, juste pour vous rappeler, vous pouvez utiliser des mots de passe complètement random, hein, des suites de caractères qui ne veulent rien dire. C'est vrai que c'est une complexité qui est forte, c'est quasiment incassable, mais c'est juste impossible de s'en rappeler. Donc moi, je vous conseille plutôt de construire des mots de passe à base de passe-phrase. Donc vous choisissez une phrase, et puis ça devient votre mot de passe. C'est tout aussi complexe à pirater, et c'est beaucoup plus simple pour vous en rappeler. Bon, maintenant, même avec ce conseil-là, moi, personnellement, j'ai trop de comptes. Donc, je n'arriverai jamais à me rappeler tous mes logins et tous mes mots de passe. Du coup, je vous propose d'utiliser plutôt un logiciel qui gère pour vous vos mots de passe. Combien de personnes dans la salle utilisent un logiciel pour gérer ces mots de passe? Ok. Je vous conseille vraiment de regarder ces logiciels-là parce que c'est pas grand-chose, c'est juste une habitude à prendre, mais derrière, après, vous avez des mots de passe qui sont forts pour chacun de vos services et que vous n'oubliez jamais surtout. Donc ça, c'est quand même sympa. Alors là, je vais prendre l'exemple de KeePass pour deux raisons, parce que déjà, il est gratuit, et puis parce qu'il a été revu par l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité de l'information. Donc voilà, il y a une certaine confiance qui s'établit, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc en gros, comment fonctionnent ces logiciels? Vous allez donc choisir un mot de passe principal, un mot de passe maître, qui va chiffrer la base de données de vos logins et vos mots de passe. Quand vous ouvrez KeePass sur cette base de données, il va vous demander donc le mot de passe qui va déchiffrer la base et ensuite vous allez pouvoir exploiter vos logins et vos mots de passe. Alors soit par un simple copier-coller, soit éventuellement par un add-on dans votre navigateur qui va faire le lien tout seul. Ça dépend des logiciels de mot de passe que vous avez choisi. Mais la base est toujours la même. Alors, en plus du login et du mot de passe, sur votre compte OVH, vous pouvez activer la double authentification. Alors pareil, levez la main ceux qui ont activé la double authentification. Ce serait pas mal de l'activer quand même. Hein. C'est pas grand-chose.
C'est juste, vous rentrez votre login et votre mot de passe, et s'il est bon, seulement s'il est bon, vous avez une deuxième fenêtre d'authentification qui vous demande un code. Ce code, il peut être, par exemple, donné via une application sur votre téléphone qui est synchronisée avec nos serveurs, avec un petit code qui tourne. C'est un code à 6 chiffres, ça se fait très bien. Sinon, vous pouvez le recevoir par SMS aussi, si vous avez un téléphone, si vous n'avez pas de smartphone, si ça existe encore. Et ou alors, vous pouvez avoir une liste d'OTP statiques. Alors à ce moment-là, si vous optez pour la liste, il faut la mettre dans un KeePass, parce que c'est du matériel d'authentification, donc c'est à considérer comme un mot de passe. D'accord ? Et enfin, la troisième restriction que vous pouvez appliquer à votre compte OVH, c'est celle des IP, c'est-à-dire que vous allez vous allez autoriser seulement certaines IP sources à vous connecter sur votre manager. Donc typiquement, vous allez donc toujours dans l'onglet sécurité, et là vous avez la possibilité de configurer un certain nombre d'IP. Vous pouvez mettre par exemple l'ADSL chez vous si vous avez la chance d'avoir une IP source, une IP fixe chez vous, l'IP de votre entreprise. Enfin, mettez-en plusieurs hein, au cas où. Et ensuite, vous passez le compte donc en deny pour pouvoir rejeter toutes les autres adresses IP. Ça permet, par exemple, si votre compte se fait compromettre ou si quelqu'un arrive à trouver votre login mot de passe, mais essaie de se connecter au hasard, par exemple de Chine, eh ben, la personne ne pourra pas se connecter. Même si elle a le bon login mot de passe, même si elle a réussi à trouver un OTP qui marche, elle ne pourra pas se connecter. Donc, la liste de ces 3 restrictions, c'est quand même, ça permet quand même de sécuriser de manière très forte votre accès au manager. Alors, si on veut généraliser cette petite partie sur les comptes, vous pouvez aussi implémenter ces mécanismes-là dans vos applications. Alors sur les mots de passe, j'ai mis des pointeurs, j'ai mis des URL vers le site de la CNIL qui vient il y a quelques semaines d'éditer donc des conseils hein, sur la mise en place d'un bon mot de passe. Il y a tout un tutoriel notamment sur KeePass. Et puis il y a bien sûr l'ANSSI qui a tout un tas de guides autour des mots de passe, hein, notamment comment on les stocke, comment on les gère. Et là c'est très technique, donc pour vous je pense que c'est la bonne ressource. Si vous souhaitez implémenter de l'authentification à plusieurs facteurs, vous pouvez par exemple passer par les services d'OVH pour pouvoir envoyer les SMS. On a du code sur GitHub qui vous permet de faire ça, notamment en PHP. Sinon, vous avez des tutoriels sur les 2 sites que j'indique qui vous permettent de faire de l'OTP, alors du TOTP ou d'autres types d'OTP, avec des tutoriels qui sont assez bien faits par langage. Voilà. Si vous avez la charge d'une application, ça peut être quelque chose à considérer. Maintenant, les infrastructures. Donc là, votre accès au manager est sécurisé, on ne peut pas vous pirater par là, mais maintenant, votre infrastructure, globalement, je vous propose de concevoir cette infrastructure de manière directement sécurisée, c'est-à-dire de penser la sécurité dès la conception de l'infrastructure. Aujourd'hui, quand OVH vous livre une ressource, elle vous livre ce genre de choses, c'est-à-dire un serveur, ou une VM, ou ce qu'on veut, connecté à Internet avec une adresse IP publique. Il n'y a pas de sécurité, à proprement parler, qui est livrée. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est dès le début de votre projet, de regrouper et d'isoler les serveurs par fonction. Typiquement, là, on a des serveurs qui délivrent du contenu HTTP aux clients. On a des serveurs qui vont processer, donc des serveurs d'application. Et on va avoir des bases de données, où il y a les données. Okay. Donc on va les regrouper dans des réseaux séparés. D'accord ? Donc, les serveurs web vont pouvoir discuter entre eux, les serveurs d'application discuter entre eux, et les bases de données aussi. Toutes les communications entre les réseaux vont devoir passer par un serveur qu'on va rajouter ici, et qui va donc segmenter les flux et les filtrer. Donc tout ça, ça se fait, alors on va voir en détail comment on met en place tout ça, mais tout ça, ça se fait grâce au Verac. Donc, je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est un produit OVH que vous pouvez activer dans votre manager. Donc c'est bien l'onglet dédié et pas cloud. Hein. Vous avez une ligne Verac. Vous avez juste à l'activer. Ça s'active en quelques minutes. Et ensuite, vous allez prendre les serveurs ou les VM ou les projets. Là, par exemple, c'est des projets cloud que vous voulez voir participer donc dans ce Verac, et vous allez donc les passer là dans votre Verac. Alors juste un
une petite chose à faire attention. En fonction de la version de votre SD, de votre serveur dédié, il est possible que lorsque vous fassiez la manipulation de le passer dans votre VRAC, il y ait une micro-coupure. Donc prenez bien ça en compte. De toute façon, ce que je vous conseille, c'est que tout ce que je vous dis, de le tester d'abord sur un public cloud, hein, c'est fait pour, c'est du test and dev, pour voir comment ça réagit, voilà, si vous comprenez bien le produit, voilà, pour bien jouer avec avant de le passer en prod, bien sûr. Donc vous passez vos services dans le VRAC, et une fois que vous les avez passés, vous avez la possibilité donc de créer des réseaux privés. Alors là, c'est dans un projet public cloud, mais c'est pareil en SD. Donc par exemple, là, je crée un premier réseau privé que j'appelle web, et qui va en fait contenir tous mes serveurs web. Voilà. Donc ça se définit avec donc un numéro de VLAN. Tout ça, c'est très bien expliqué dans notre documentation. En gros, ça va vous permettre en quelques clics de créer ce réseau avec donc où vous allez regrouper en fait tous vos serveurs web. Okay. Donc ça nous amène quoi? Ça nous amène la possibilité d'appliquer une bonne pratique qui est de n'autoriser que les flux absolument nécessaires et indispensables. Donc on va mettre un serveur là qui va relier en fait les réseaux virtuels privés qu'on a créés, qui va les relier à Internet, d'accord? Et cette gateway, enfin ce serveur dédié dont on va se servir comme gateway, il va filtrer les flux. Donc typiquement, le premier flux qu'on va autoriser, c'est les internautes à accéder au port des serveurs web pour pouvoir délivrer du contenu. Ensuite, on va autoriser les serveurs web à aller chercher ce contenu sur les serveurs d'application. Et les serveurs d'application, on va les autoriser à aller chercher de la donnée dans nos bases de données. Tout ça, c'est des règles qui se trouvent sur cette gateway filtrante. Que vous utilisiez Linux ou Windows, vous pouvez le faire très simplement. Aujourd'hui, passer un serveur pour faire du routage, du NAT et du filtrage, vous trouverez des ressources à foison sur Internet. Et ça, ce que ça permet, en cas de piratage de vos serveurs web, qui restent exposés à Internet, forcément, il faut bien fournir le service, eh bien, le pirate ne pourra pas directement attaquer vos serveurs d'application. Il faudra d'abord qu'il trouve une vulnérabilité sur vos serveurs d'application, sur le port de l'application en question. Ça restreint vraiment la surface d'attaque. On est vraiment sur une réduction de l'exposition en fait aux vulnérabilités. Et même s'il arrive à trouver une vulnérabilité sur vos serveurs applicatifs, il va encore falloir qu'il trouve quelque chose à exploiter pour pouvoir passer sur les serveurs de base de données. Et donc pouvoir après exploiter vos données. Donc vous voyez, on est bien sur des architectures à plusieurs étages. On peut même complexifier ces architectures, mais déjà si vous avez ça en place, c'est super. Et en termes de réseau et de flexibilité, après on peut aller encore plus loin. Par exemple, il faut d'abord régler le problème de l'administration, parce que ça c'est bien, mais là, comment j'administre mes serveurs de base de données? J'ai pas le flux là, le flux il est interdit. Donc je vais autoriser un flux sur ma gateway filtrante, donc SSH ou RDP en fonction du type de serveur que vous avez. Ou alors toujours par contre, très important, tout ce qui est accès administrateur, il faut absolument que vous mettiez une IP source, hein, comme sur le manager, restreindre la provenance de vos flux. Ça évite tout type de tentative de brute force. Le flux sera ouvert que depuis les IP que vous contrôlez, donc il n'y aura pas la possibilité pour les attaquants de pouvoir ne serait-ce que tenter des logins et des mots de passe dessus. Après, si vous n'avez pas d'IP fixe, ou si par exemple, vous aimez bien la flexibilité qu'offre par exemple les connexions en roaming avec votre téléphone portable, c'est-à-dire pouvoir se connecter à votre infrastructure avec votre téléphone portable. Nous, on vous propose, alors c'est encore un produit en bêta, mais vous pouvez le tester, un accès VPN directement dans votre VRAC. Donc ça vient avec le VRAC, vous pouvez l'activer. Et à ce moment-là, vous configurez le client de votre ordinateur pour se connecter au VPN du VRAC, et vous avez une connexion en fait directe, comme si vous étiez dans votre VRAC. Donc après, vous pouvez adresser directement avec de l'adressage privé vos serveurs web, vos serveurs applicatifs, et vous pouvez vous connecter à n'importe quel port. Okay, vous n'êtes plus au niveau de la gateway, la gateway filtrante n'intervient plus dans le filtrage. C'est une façon de pouvoir administrer vos serveurs de manière sécurisée. Et donc après, avec cette infrastructure, s'ouvre à nous pas mal de possibilités, et notamment la possibilité d'avoir de la haute dispo, parce que la disponibilité, c'est quand même un critère de sécurité. Donc on va pouvoir éclater notre infrastructure sur plusieurs data centers.
Là, j'ai pris Roubaix-Strasbourg, j'aurais pu prendre Beauharnois au Canada, et bientôt nos infrastructures en Asie. Et là, on va pouvoir faire des infrastructures réparties dans le monde entier, ce qui va nous permettre, en cas par exemple de problème à Roubaix, un gros problème à Roubaix, Roubaix marche plus du tout, et c'est Strasbourg qui prend la main. Alors, concrètement, comment ça se passe ? On va démarrer les serveurs sur les data centers et on va les ajouter dans le VRAC. Okay. Pour nous, d'un point de vue purement administration système, ça va être exactement la même chose d'avoir tous les serveurs à Roubaix ou un serveur à Roubaix, un serveur à Strasbourg et un serveur autre part. Puisque c'est le VRAC en fait qui va faire l'abstraction de la localisation. Tout le monde va être sur le même segment réseau au niveau 2. Donc pour vous, les IP, c'est comme si elles étaient à côté, les machines. À partir de là, il faudra quand même démarrer une deuxième machine ici, qui sera en fait localisée sur le deuxième data center pour pouvoir récupérer les flux d'Internet en cas de défaillance de la première gateway. Donc on va faire donc de la haute dispo. Et ensuite, avec les IP failover, c'est pareil, c'est inclus, c'est un produit OVH que vous pouvez activer. Avec les IP failover, vous allez pouvoir basculer vos IP en fonction de la situation. Vous allez pouvoir le basculer soit sur votre premier data center, soit sur votre deuxième data center. Donc enfin, je vous propose, alors ça c'est un peu une annonce voilà, ce soir, c'est la disponibilité prochaine du produit IPLB, donc qui est le répartiteur de charge fourni par OVH, dans le VRAC. Donc c'est une fonctionnalité qui n'existe pas encore, elle est prévue pour mars, et elle vous permettra en fait de faire ce genre d'architecture, c'est-à-dire de ne plus avoir la gateway filtrante, d'accord, mais de pouvoir utiliser l'IPLB pour finalement recueillir les requêtes de vos internautes, ensuite charge à l'IPLB de les répartir sur vos différents serveurs frontaux, et ensuite les serveurs frontaux vont repasser par l'IPLB pour être eux-mêmes load balancés vers vos serveurs applicatifs, et ensuite les serveurs applicatifs vont eux-mêmes être répartis sur les serveurs de base de données. Donc on va avoir une architecture qui va être redondée à plusieurs niveaux, avec de la répartition de charge à chaque étape. Donc au niveau de disponibilité, on rajoute encore de la redondance. Donc après cette partie très infrastructure, on va passer plus sur le système d'exploitation. Donc là, on va repartir sur des choses, je suis sûr que vous êtes tous au courant. Il faut choisir donc des OS stables, typiquement sur Ubuntu les versions paires. Sur Windows, il faut bien faire attention au end of support, c'est très important. Il faut activer les mises à jour automatiques le plus possible. Ça évite de devoir aller manuellement les appliquer sur les machines. Et toujours pareil, on va réduire la surface d'attaque. C'est un peu toujours les mêmes ressorts. Donc on va installer uniquement ce qui est indispensable au fonctionnement du service. Je mentionne Netstat. Netstat, alors en fonction de votre système, les options varient, mais en gros Netstat va vous permettre de lister tous les démons et les services qui sont en écoute en fait sur votre réseau. Donc c'est-à-dire les services qui sont accessibles depuis l'extérieur de votre machine, depuis le réseau. Moins il y en a, mieux c'est. Okay, faut toujours se dire ça. Typiquement, une bonne pratique, c'est de dire, comme on a vu sur les schémas, j'ai un serveur qui fait du web, il ne fait que ça. D'accord ? J'ai un serveur qui fait de la base de données, il ne fait que ça. Et donc du coup, en écoute sur mon réseau, sur l'interface publique, je n'ai qu'un seul démon, qu'un seul service. Vous pouvez aussi appliquer une recommandation, alors qui coûte pas cher, c'est pas non plus, c'est pas ce qui va vous sauver toute seule, mais elle peut éventuellement éviter de vous faire pirater par des robots qui passeraient par là un peu par hasard. C'est de changer les ports par défaut des services d'administration. Donc typiquement, SSH, RDP, vous allez pouvoir changer leur port. Plutôt que d'être sur le port 22 du SSH, vous le mettez sur un autre port. Tous les robots qui passent et qui essayent de pirater le port 22, parce que c'est le port par défaut, vous n'allez pas les avoir. Ça peut être utile. On parlait tout à l'heure donc de restriction d'IP source. Donc bien sûr, moi, c'est ce que je vous recommande. Si vous avez des IP fixes,
restreignez les ports d'administration uniquement depuis ces IP-là. Mais si, encore une fois, vous voulez utiliser le roaming de votre téléphone, c'est quand même bien pratique. Là, on ne peut pas spécifier d'IP source. Je vous propose d'utiliser ce qu'on appelle la technique du port knocking, donc de configurer en fait un espèce de système, un petit peu comme comme le digicode qu'il y a à l'entrée de votre immeuble. Vous savez, il faut que vous tapiez un code dans un ordre précis, enfin des chiffres dans un ordre précis. Là, ça va être pareil, mais appliqué au réseau. C'est-à-dire que ce que votre ordinateur doit faire, c'est envoyer des requêtes dans un certain ordre à certains ports réseau. Et si cet ordre est respecté, la machine va lui permettre de se connecter au port d'administration. Port knocking. Vous trouverez plein de ressources sur Internet en fonction de votre système. Ça peut être quelque chose qui fournit une certaine protection quand même. Il faut vraiment connaître la séquence exacte. C'est quand même assez difficile. Même avec juste 4 ports, déjà, il y a beaucoup de combinaisons. Et si on couple ça en plus au service fail to ban, donc c'est un logiciel qui va en fait détecter les gens qui essayent de vous scanner, enfin qui vous scannent en fait, et il va les blacklister. C'est-à-dire que toutes les requêtes qui proviennent de leurs IP vont être rejetées pendant 5, 10, 15 minutes, à vous de configurer. Donc c'est-à-dire tous les gens qui essayent en fait de prendre l'empreinte de vos serveurs, d'essayer de découvrir un peu, tous les piratages commencent par là. Vous avez d'abord une phase toujours de prise d'empreinte. On va essayer de bien cartographier la cible pour pouvoir l'attaquer. Et toutes ces phases-là, ça passe par du scan de port. Avec fail to ban, il y a un rejet complet de ces personnes-là. Et pareil, vous pouvez le configurer au bout de 10, 15 ou 100 ports scannés, hop, la personne elle reçoit toujours un rejet. Ça permet quand même de bien ralentir un attaquant. Et donc, comme on a vu, on va rendre obligatoire les politiques de mot de passe donc on a vu précédemment. Ça au niveau du système, ça se fait très bien dans la base de registre et vous avez la même chose sous Linux. Bon, c'est via du PAM, c'est peut-être un poil plus complexe, mais enfin ça se fait bien. Et ensuite, le dernier item est important pour tout ce qui est accès administrateur. Je vous recommande de ne pas utiliser de mot de passe. Parce qu'on peut les brute forcer, même s'ils sont très complexes, tout ça. Ça peut quand même être brute forcé. Je vous conseille plutôt d'utiliser des certificats ou des paires de clés. Donc sous SSH, c'est des paires de clés, et sous RDP, ça va être des certificats. Un certificat ou une paire de clés, c'est pas possible de le brute forcer. Voilà, c'est juste impossible. Donc si vous utilisez ça pour vous connecter à votre serveur d'administration, vous êtes quand même... en tout cas, le risque de se faire brute forcer n'existe plus. Ce que je vous conseille, par contre, si vous utilisez ça, c'est ensuite interdire complètement la possibilité de se connecter avec des logins, avec un mot de passe. Vous n'autorisez que la connexion via certificat et paire de clés. Ça se fait aussi très simplement dans les OS modernes. On a parlé tout à l'heure des ransomware. La seule vraie mesure pour lutter contre le ransomware, c'est le backup. Parce que de toute façon, le ransomware, il va chiffrer, il va prendre vos données. Donc vous pouvez les oublier, vous ne les récupérerez pas. Par contre, si vous les avez sauvegardées auparavant, là, vous n'avez pas à payer, vous pouvez les restaurer. Seulement, c'est pas évident de faire une bonne avoir une bonne politique de backup, c'est pas toujours évident. La première chose qu'il faut s'assurer, c'est que vous n'allez pas mettre vos données, vous n'allez pas risquer de vous faire voler vos données. Donc nous, ce qu'on vous propose plutôt, c'est de les chiffrer. Bon, là j'ai mis une ligne OpenSSL, vous pouvez probablement trouver mieux, mais ça c'est dispo sur tous les OS, ça marche plutôt pas mal, quoi. Rappelle qu'un RAID 1, c'est pas un backup, c'est juste de la redondance de données. Et très important, une procédure de... si vous ne vous mettez jamais dans une situation de test où vous auriez complètement perdu votre machine et que vous déroulez la procédure de recovery de fichiers, la récupération de la backup, on ne sait jamais en fait si ça marche vraiment. Il y a une société qui s'appelle GitLab, qui est très connue, elle a comme client la NASA, des grands comptes. Et je crois que c'était vendredi, ils ont eu un problème, il y a un de leurs admins qui a fait un RM tout simplement de la base de données. Et là, ils sont partis dans un mode où justement, ils ont essayé de récupérer leurs données. Ils ont été très, très transparents, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais ils ont fait un post-mortem, et en fait on se rend compte qu'ils avaient 5 méthodes de backup différentes. 5. Donc c'est quand même pas mal. Je suppose que la plupart d'entre nous n'ont pas 5 méthodes différentes de backup. Et aucune n'a fonctionné. Aucune n'a fonctionné. Tout le monde pensait qu'elles marchaient bien, mais personne ne les avait testées en fait. Et quand ils ont été dans la situation de devoir les récupérer, il s'est avéré qu'il n'y avait pas beaucoup de docs.
que en fait les binaires appelés par la version qui backupait et les binaires pour récupérer les données, c'était pas les bons. Enfin, plein de choses qui se sont passées, plein de petits grains de sable qui fait qu'au final, eh ben, ils ont réussi à récupérer leurs données juste avec une vieille backup de 6 heures, alors qu'ils avaient tout normalement pour récupérer très rapidement leurs données. Donc vraiment, faut tester les backups, faut vraiment se mettre dans la situation. On a tout perdu, comment ça marche? Est-ce qu'on arrive vraiment à récupérer nos données? Moi, ce que je vous propose, c'est un produit OVH pour faire ça. L'intérêt, c'est qu'on vous garantit, l'intégrité de vos données. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour un produit de backup. Et surtout, il est très simple en fait à intégrer dans vos scripts existants. Typiquement, si vous faites un dump de votre base de données pour la sauvegarder, donc ça c'est du classique, hein, vous le déposez dans un répertoire local de votre machine. Si vous êtes sur Linux, il suffit juste en fait de faire un point de montage à cet endroit-là via le Swift File System. Donc c'est un montage comme vous ferez un montage de n'importe quelle partition, sauf que là ça se fait au travers du réseau et vous n'avez pas en fait à modifier vos scripts de backup. Automatiquement cette partition-là, finalement, elle va écrire, enfin le script de backup va écrire à cet endroit-là et en fait par le biais du point de montage, il va écrire sur le serveur dans le cloud. Sinon, vous pouvez très bien, comme la capture là qu'on voit pas très bien, mais juste faire un SCP des données ou utiliser FTP pour le faire, enfin SFTP. Il y a plein de méthodes en fait pour sauvegarder vos archives via ce produit-là. Le point de montage, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que tu vas faire un mount d'une URL en fait, enfin d'un point de montage dans le cloud, et en fait le répertoire va être donc déporté. Donc tous les fichiers que tu vas déposer dans ce point de montage, en fait, ils sont déposés dans le cloud. Tout à fait. Donc ce qui est important de voir, c'est que ça, c'est qu'une partie de la solution. C'est-à-dire que là, on a écrit nos données sur un serveur distant, donc c'est déjà pas mal. Mais maintenant, ce qu'il faut penser, c'est quand même démonter ce point de montage une fois la backup faite, et peut-être en remonter un autre, pour pouvoir avoir un backup sur plusieurs jours. Autant qu'on veut. Il peut y avoir autant de points. Exact, sauf que c'est complètement d'autres technologies, et surtout les points, enfin les protocoles de synchronisation sont complètement différents. Voilà, il y en a beaucoup plus. Je suis pas expert du produit, mais je crois que derrière c'est Swift en effet, donc c'est OpenStack, ouais. Et le gros point en fait de ce produit-là, c'est qu'il coûte vraiment rien du tout, quoi. Je crois qu'on est à 0,000, je sais pas combien de zéros le giga. Donc enfin voilà, regardez-le, ça peut être un bon moyen d'envoyer vos backups. C'est pas un produit qui va faire tout seul, mais par rapport à vos scripts de backup que vous avez déjà, vous pouvez assez facilement les adapter pour en tirer parti. Maintenant, on va passer donc à la partie application. Donc par application, j'entends tout ce qui est un peu middleware, hein. Je ne vais pas parler de développement ou d'application custom, mais on va parler par exemple on en a déjà parlé, hein, mais quand on parle d'application, on se rappelle bien, il faut changer tous les mots de passe par défaut qui sont livrés. Hein, pendant très longtemps, les bases MS SQL étaient livrées avec un compte SA, avec un mot de passe par défaut. Et ça, il y a eu beaucoup de vers qui sont passés, hein, des virus avec des robots sur Internet qui donc compromettaient les bases de données avec ces mots de passe par défaut. Et puis ensuite, oui, je voulais parler aussi de TLS. Hein. Donc, typiquement, un serveur web, aujourd'hui, vous êtes obligé de proposer du SSL. Si vous ne proposez pas de SSL, vous allez être rétrogradé dans Google. Enfin, voilà, c'est juste impensable. Quel que soit votre business, même si les informations sont publiques, aujourd'hui, il faut du SSL. Donc, c'est comme ça. Nous, ce qu'on vous propose... oui, il faut du SSL. En plus, il faut du SSL qui soit plutôt bon. Donc, pour ça, je vous ai indiqué le site SSL Labs qui va en fait... qui va vous permettre de tester la configuration de votre serveur SSL. Enfin, de la configuration, ouais, du certificat. En gros, si vous n'êtes pas en A+, vous pouvez pareil vous faire... ça va vous donner une note, hein, comme à l'école, donc A+, par exemple. Ça va vous donner donc, des points pareil dans le référencement des navigateurs, des moteurs de recherche. Donc nous, alors c'est très compliqué d'avoir A+, enfin c'est pas évident. Disons qu'il y a beaucoup de configurations à faire, et il y a pas mal d'endroits où on peut se tromper. Vous ajoutez à ça qu'un certificat, il faut le renouveler au minimum tous les 3 ans, c'est souvent tous les ans, et ça devient très compliqué. Alors il y a une solution qui est sortie l'année dernière qui s'appelle Let's Encrypt.
C'est plutôt pas mal. C'est un projet open source. Vous avez juste à démarrer, en fait, enfin, à exécuter un script sur votre machine et automatiquement, il va aller chercher un certificat, il va le configurer pour vous et vous allez avoir une note qui va être très bonne. Le problème, c'est que ça, il faut le faire tous les 3 mois. Donc soit vous faites un script qui le fait tout seul tous les 3 mois, soit, ce que je vous propose, c'est de considérer donc de nouveau le produit IPLB, hein, le load balancer fourni par OVH, qui fait ça tout seul. Donc vous avez juste en fait à faire pointer votre domaine sur l'IPLB et automatiquement vous allez avoir le SSL qui va être configuré correctement et derrière vous pouvez récupérer soit le flux en clair, déchiffré, soit avoir une terminaison SSL aussi de votre côté pour avoir le chiffrement de bout en bout. Ça, c'est des produits, enfin tous les produits dont je parle, ils coûtent vraiment pas cher. Et IPLB, je ne connais pas le prix, mais je sais qu'il y a une partie, enfin, le premier niveau est gratuit jusqu'à, je crois, 100 requêtes. Donc, par seconde, enfin, allez voir les détails. En tout cas, c'est un produit voilà, qui s'installe facilement, qui ne nécessite pas de configuration, et avec lequel vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est surtout ça qui est intéressant. Dans les applications, on peut sortir du log. Hein, on peut loguer des informations et notamment les erreurs. Il faut faire attention à ne pas loguer trop d'erreurs à l'internaute. De toute façon, l'internaute, il s'en moque un petit peu de savoir qu'à telle ligne, vous avez une erreur dans votre script. Lui, il ne va pas aller débugger votre script. Donc, je vous conseille de bien faire attention, de retirer les messages, ce genre de message d'erreur, parce que derrière, c'est une information qui est importante pour un attaquant. Alors, ça peut être important comme ça pour un attaquant, mais c'est surtout dévastateur quand on utilise ces messages d'erreur pour après faire des recherches dans Google, pour rechercher spécifiquement ces pages-là qui ont un problème. Et après, derrière, grâce à cette requête, j'ai une liste donc de plusieurs centaines de sites avec les URL complètes que je peux passer dans un outil qui est disponible publiquement et qui va en fait injecter donc, des requêtes SQL dans la page en question pour pouvoir sortir l'intégralité de la base de données. Ça se fait très très bien. L'outil en question, il intègre même la recherche dans Google. Donc j'ai même pas besoin d'aller sur Google. Hein. Je lance l'outil, je tape la bonne recherche et j'ai des SQL injections qui me ressortent l'intégralité des bases de données. Et tout ça parce que Google indexe aussi les messages d'erreur de vos applications. Voilà. Mais ce n'est pas Google hein, qu'il faut blâmer, c'est vraiment les administrateurs des sites. Il faut réduire un maximum l'information qu'on donne aux attaquants. Ensuite, on reste dans les bonnes pratiques. Une personne physique, une personne humaine, c'est un compte avec son nom pour pouvoir bien l'identifier, pour pouvoir faire de la traçabilité. Cette personne, si elle a besoin d'un compte administrateur, elle va se sudo ou elle va se run as, en fonction qu'on soit sur Windows ou sur Linux, pour pouvoir laisser des traces, hein, pour savoir que c'est quand même elle qui a fait l'action administrateur, même si elle a utilisé les droits, hein, même si elle a dû s'élever. Du coup, on a bien un seul administrateur. Hein, on n'est pas tous administrateurs de la machine. Non, il y a un root, il y a un administrateur, et nous, après, on a des comptes qui ont la possibilité de s'élever. D'accord ? Vous pouvez même, du coup, bloquer l'accès au root hein, et au compte administrateur. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et puis après, je vous conseille aussi de déclarer un compte par application. Voilà, comme ça le restreint bien. Il n'a pas besoin des privilèges root et il tourne dans son environnement, dans son utilisateur. Si on veut aller encore plus loin dans cette isolation, on peut utiliser toutes les technologies de containers. Donc là, l'intérêt, donc on va utiliser donc un container par application. Comme c'est très léger, ça pose absolument pas de problème de containeriser toutes les applications, en tout cas qui sont exposées sur le réseau. Faites très attention à ne pas donner les droits root à l'application dans le container, parce que la technologie de container, si vous êtes root dans un container, vous êtes root sur la machine. À moins que vous ayez mis en place ce qu'on appelle les shift du ID, ce qui est de toute façon une bonne pratique et qu'il faut faire. Mais le mieux est quand même de se rappeler qu'on reste quand même sur les principes énoncés plus haut, à savoir que l'application elle a son propre compte et elle n'est pas root. Okay. Nous, on utilise beaucoup les conteneurs chez OVH. Hein. En interne, c'est vraiment quelque chose qui est devenu un standard. Et on y voit beaucoup de bénéfices, et notamment en termes de sécurité. Alors, le but de ce slide, en fait, dire qu'il faut utiliser le PaaS, qu'il faut utiliser le SaaS,
L'idée, c'est vraiment de vous dire, voilà, vous avez un business, vous avez un métier, c'est là que vos clients vous attendent. Typiquement, configurer un DNS, ça n'a aucune valeur pour vos clients. Donc, il n'y a aucun client qui va vous donner de l'argent parce que vous avez configuré un DNS. Je veux dire, c'est pas ça le but en fait de vos applications. Encore moins un DNS sec. Je veux dire, pourtant ça a une vraie valeur. Je veux dire, le DNS sec, ça va permettre de signer les requêtes et donc ça va empêcher toutes les attaques de type spoofing de requêtes DNS. Donc ça a de la valeur, mais sauf que pour votre client, au final, déjà, vous n'allez pas pouvoir lui expliquer, et puis en plus, concrètement, la valeur, il ne la voit pas. Donc le but de ce slide, c'est de dire, concentrez-vous sur votre métier. Développez des fonctionnalités qui sont attendues par vos clients pour dégager de la valeur pour eux, plutôt que de faire tout ça, tous ces métiers-là, que de toute façon, en plus, vous allez forcément moins bien faire qu'un acteur comme OVH qui est obligé de le gérer à une telle échelle qu'on n'a pas le droit de faire d'erreur. Donc tout ce qui est DNS, bien sûr, DNS sec, ça s'active en un clic de souris sur votre manager, donc il ne faut vraiment pas se poser de questions. Le mail, peut-être même le cloud, le desktop, je veux dire, vos desktops dans votre entreprise, peut-être qu'ils peuvent aller dans le cloud. Enfin, sauf si vous êtes Microsoft et que votre but, enfin que votre raison, c'est de faire des logiciels pour, enfin des systèmes d'exploitation pour le desktop. Mais ça m'étonnerait que vos clients ils vous payent pour ça. Et donc, on va aussi pouvoir utiliser les nouveaux passes qu'on a sortis l'année dernière, le pass log notamment. Ça peut être intéressant de regarder ça. Donc, c'est un moyen d'envoyer vos logs dans le cloud et de ne plus avoir à les gérer. Et puis ça vous donne, vous voyez, ce superbe écran là qui, alors là, parle beaucoup aux managers parce qu'on voit, il y a plein de graphiques. Le pass métrique, c'est pour pouvoir faire de la métrologie sur vos infrastructures. Et puis on a sorti là récemment pas mal de databases as a service. Il y a Mongo, je crois, qui va sortir dans la semaine ou qui va être en bêta. Voilà, donc surveillez, ça bouge beaucoup. Redis est sorti il n'y a pas longtemps. Bon, Postgre et MySQL sont maintenant très stables, enfin très, très matures. Le but est vraiment de rester concentré sur votre business. Voilà. Vous utilisez le pass pour aller plus vite et pour délivrer plus vite des fonctionnalités qui comptent pour vos clients. Et enfin, tout ce qui est web app. Alors, tout ce qui est CMS. Un CMS, c'est très bien. Moi, je ne suis pas du tout contre. Au contraire, la plupart des CMS sont bien écrits. Ils vous permettent d'aller plus vite et souvent d'éviter de faire des erreurs bêtes. Donc, c'est très bien. Le seul truc, c'est que tous les CMS qui sont là, ils sont très utilisés. Du coup, ils sont très attaqués. Parce que quand on trouve une faille sur un de ces CMS-là, d'un coup, on peut pirater un maximum de sites. Ne serait-ce que la semaine dernière, vous avez une faille assez critique qui est sortie sur WordPress. Tout d'un coup, vous aviez des millions de sites qui étaient vulnérables. Si vous avez un WordPress quelque part dans la nature et qu'il n'est pas mis à jour la semaine dernière, faut vite y aller là, parce que l'exploitation est très forte actuellement. Donc voilà, donc bien le maintenir à jour. Donc sur WordPress, vous avez une case à cocher, ça le maintient à jour tout seul. Sur les autres CMS, je ne connais pas assez bien, mais bon, voilà, il faut faire l'effort de mettre à jour tout ça. Une fois que vous avez mis à jour votre CMS, il y a aussi toute la gestion des plugins. Et c'est pareil, les plugins, parfois ils sont codés par des gens qui n'ont pas forcément toutes les bonnes pratiques de développement sécurisé, et vous allez avoir des trous dedans qui vont permettre de pirater votre machine, votre hébergement. Donc pareil, on les met à jour. Et on fait alors là c'est un peu difficile, mais il faut arriver à prendre un peu le pouls du plugin en question. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de sécurité remontés? Si oui, est-ce qu'ils ont été patchés? Alors, s'il y en a eu et qu'ils ont été patchés, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont regardé et que le patch est passé, donc c'est plutôt bien. S'il y en a eu trop, c'est peut-être qu'en fait la base de code n'est pas terrible. Donc ça, il faut arriver à le sentir. De toute façon, il faut les suivre, ces plugins, et il faut toujours se poser la question quand on rajoute un plugin, ok, il est sympa ce plugin, il rajoute telle fonctionnalité, une GIF animée, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que en le rajoutant, je rajoute des vulnérabilités. En tout cas, j'augmente ma surface d'attaque. Okay. Donc on pèse bien, toujours en sécurité, l'apport en termes de fonctionnalité par rapport au risque de sécurité associé. Voilà, donc moi, ma présentation se termine là. Je vous remercie d'être venu, d'avoir écouté.